Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Qui était au courant des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog? Christiane Taubira, la garde des Sceaux, aurait été informée dès le 26 février. Selon le Canard enchaîné à paraître demain, la droite s'engouffre dans la brèche et réclame une commission d'enquête parlementaire. Les investissements menacés par une baisse des dotations aux collectivités locales. Si rien n'est acté avant les élections municipales, les élus se préparent à un sérieux tour de vis budgétaire. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur PS Yves Krattinger. Le pillage des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale au cœur du film Monuments Men qui sort en salle demain. Mais peu de gens savent qu'il est inspiré par les recherches de la sénatrice écologiste Corinne Bouchoux. Reportage dans ce journal. Nouveau rebondissement dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Selon le Canard enchaîné, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, était au courant des agissements des juges depuis le 26 février, ce que la ministre de la Justice a nié hier. Aujourd'hui, la droite demande une commission d'enquête parlementaire et une réunion d'urgence du Parlement. Pauline Dame et Quentin Calmet. Une fronde d'avocats qui se transforme en affaire d'État. Le Canard enchaîné affirme dans son édition à paraître mercredi que le parquet aurait transmis à Christiane Taubira une synthèse des écoutes judiciaires visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, et ce, dès le 26 février. Pourtant, hier soir, la garde des Sceaux a fermement démenti avoir été mise au courant. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'est voulu très clair. Les mœurs du passé, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a aucune instruction ne donnée par l'exécutif, la garde des Sceaux, aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils enquêtent. Il faut que la droite française s'habitue à ce que la justice fonctionne en toute indépendance. Le Premier ministre répondait aux attaques lancées ce même jour par la droite. Jean-François Copé tirait la première salve. La question centrale que je veux poser, François Hollande était oui ou non au courant que ces écoutes téléphoniques avait lieu. François Fillon a réclamé de son côté la création en urgence d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Toute la journée, la droite a finalement fait appel à François Hollande pour lever l'ambiguïté sur ce dossier. En tant que chef de nos institutions, il doit s'exprimer pour d'abord clarifier sa position et puis ensuite ramener la sérénité dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. Le chef de l'État a, lui, promis une réponse aux bâtonniers de Paris et à l'Union syndicale des magistrats qui l'ont interpellé dans cette affaire. Et François Hollande s'est donc dit prêt ce soir à recevoir le bâtonnier de Paris et le président de l'USM. On a d'ailleurs posé la question aux internautes de notre partenaire, lenouvelobs.com. François Hollande pouvait-il ignorer les écoutes de Nicolas Sarkozy? Les internautes ont répondu non à 57%, oui à 35% sur 314 votants. Autre réaction à cette affaire, celle d'Emmanuelle Causse, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était l'invitée de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. On écoute sa réaction. Selon vous, le pouvoir, l'Élysée, la chancellerie, pouvait-il ignorer la mise sur écoute de l'ancien président? La réalité, c'est que d'un point de vue légal, oui, ils peuvent totalement l'ignorer. Non, mais dans la réalité, puisque le Canard enchaîné à paraître ce mercredi explique qu'en fait, à la fois Christiane Taubira, mais également Manuel Valls avait été prévenu fin février de cette mise sur écoute judiciaire de l'ancien chef de l'État. Ni officier de police judiciaire, ni magistrat, ni avocate. Donc objectivement, j'ai aucun moyen de le savoir. Je pense que des choses peuvent être dites, mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. En tout cas, la loi, le code civil et le code pénal n'imposent pas que le garde des Sceaux soit au courant dans ce type d'enquête, et c'est tout à fait normal. Émission à revoir dans son intégralité ce soir sur Public Sénat à partir de 22h45. La Cour d'appel de Bordeaux souhaite la mise en examen du président du PRG et sénateur de Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baillet, pour des irrégularités concernant des passations de marchés de frais de bouche remontant à 2004 et 2005. À 3 mois de la fin de son mandat, Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, renouvelle ses recommandations qui étaient restées lettres mortes. Il souhaite l'introduction d'Internet et des téléphones portables en prison. Flora Sauvage. C'est son 6e et dernier rapport annuel en tant que contrôleur général des lieux de privation de liberté. Jean-Marie Delarue a présenté ce matin le bilan 2013. Il s'est penché notamment sur les moyens de communication en prison et sur les conditions de détention en garde à vue. Jean-Marie Delarue propose un accès contrôlé au téléphone portable pour les détenus. Ceux qui veulent s'évader
ont les moyens de s'organiser indépendamment des portables. Les parloirs existent, les courriers codés, ça existe aussi. Et par conséquent, s'ils veulent prendre leurs précautions, c'est déjà pris. Le téléphone portable est l'instrument essentiel de communication avec les familles. Pour un détenu, pouvoir communiquer avec sa famille, c'est un facteur d'apaisement formidable. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté propose également un accès réglementé à Internet en prison. Je crois qu'il faut regarder de très près comment on va pouvoir installer Internet en prison de façon contrôlée, naturellement, pas en cellule, peut-être dans des salles dévolues à cet effet, pour que les gens puissent rechercher un emploi, rechercher un logement, suivre un cours, correspondre avec leur famille par messagerie. Je crois que ça n'entraîne aucun problème de sécurité, quoi qu'on pourra en dire. Enfin, Jean-Marie Delarue insiste sur le respect des droits fondamentaux en garde à vue. Il dénonce les conditions d'hygiène souvent désastreuses des cellules et recommande un accès simplifié à une cabine de douche. Nous vous en parlions dès la semaine dernière. Une note évoque un scénario noir de baisse des dotations aux collectivités à 10,5 milliards d'euros. Si rien n'est arbitré avant les municipales, cette annonce inquiète les élus locaux. Louis Sibyl. Ce serait un sacré tour de vis dans le budget des collectivités locales. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais elles pourraient voir leur dotation baisser de 10 milliards d'euros d'ici 2017. L'État donne chaque année 100 milliards aux collectivités et cet argent représente un quart de leur financement. Pour les élus, une telle diminution serait un coup de grâce. Les collectivités qui, depuis plusieurs années, économisent, n'ont comme solution que de différer des investissements. Et si ça ne suffit pas, que d'affaiblir les services publics locaux et donc les services rendus à nos concitoyens. François Hollande avait déjà annoncé une coupe de 1,5 milliard en 2014 et 2015. Une diminution supplémentaire entraînerait une baisse des investissements des collectivités. Or, elle représente 70% des investissements publics. Certains maires craignent de voir augmenter leurs impôts. Il va y avoir une véritable impasse budgétaire pour toutes les collectivités locales si effectivement on atteint la somme de 8 à 10 milliards. Ça ne sera pas soutenable. Donc il y aura forcément une augmentation des impôts locaux. Alors le gouvernement aura beau dire que lui, il n'aggrave pas la pression fiscale, mais c'est effectivement un transfert pur et simple de fiscalité vers la fiscalité locale. Pour l'instant, le gouvernement temporise avant les municipales pour éviter une fronde des maires. Toute discussion est reportée à avril prochain. Mais si de telles coupes étaient portées aux collectivités, les élus pourraient rendre la monnaie de sa pièce au gouvernement lors des élections sénatoriales de septembre prochain. 24 heures Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Yves Cratinger, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de la Haute-Saône, également vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Est-ce que vous avez eu la confirmation de ce chiffre qui circule depuis la semaine dernière, 10 milliards d'euros de baisse de la dotation aux collectivités locales? J'ai pas eu de confirmation officielle, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Mais le chiffre est probablement assez proche de la vérité, de ce qui est... de ce qui sera mis en œuvre probablement sur les 4 années à venir. Est-ce que les élus ont été consultés sur cette baisse? Les élus sont sollicités depuis longtemps pour faire des économies. Ce n'est pas le dernier gouvernement qui nous l'a demandé, c'était déjà le cas avant. Maintenant, vous avez dit 10 milliards et demi. 10 milliards et demi sur 4 ans. Vous avez dit un autre chiffre tout à l'heure. Vous avez dit l'intervention de l'État auprès des collectivités, c'est environ 100 milliards d'euros par an, sur 4 ans. Ça fait 400 milliards d'euros. Donc quand on fait le rapport entre les deux, on arrive à ce que l'État apporterait 2,5% en moins. C'est peut-être beaucoup. Ça, c'est acceptable selon vous, ce chiffre? Pour moi, c'est acceptable à une condition qui est essentielle. C'est que l'État doit demander un effort plus important aux territoires les plus riches et un effort beaucoup moins important aux territoires pauvres. Et il y a à la fois des territoires urbains riches et d'autres qui sont pauvres, et des territoires ruraux plutôt riches et d'autres qui sont plutôt pauvres. Et donc c'est dans la répartition de l'effort que sera mesurée en fait la faisabilité d'une décision comme celle-là. Vous parlez d'efforts, en tous les cas, cela risque d'impliquer soit un gel des investissements pour les collectivités locales, soit une hausse des impôts locaux. Dans les deux cas, ces mesures sont impopulaires. Est-ce que la gauche peut faire les frais aux municipales et puis peut-être plus tard aux sénatoriales de ces annonces? Moi, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, les Français et les élus locaux, qui sont des Français
moyens, qui sont simplement un peu plus au fait des choses dans la gestion publique, sont conscients qu'on va devoir, on a commencé de faire des économies. Et c'est plus, disons, de la façon dont l'effort sera réparti, c'est ça qui sera jugé en fait. Et je pense que les élus comprennent, ils voient bien la différence entre certaines collectivités et d'autres. Ils voient le train de vie d'un certain nombre de collectivités et l'absence de train de vie chez d'autres. Il y a des investissements qui sont absolument indispensables, utiles, qui peuvent faire avancer l'économie. Il y a aussi des fois des investissements qui sont plus de confort. Mais quand vous avez moins de moyens chez vous, vous faites un peu moins d'investissement de confort. Par contre, si un investissement est impératif, vous le réalisez quand même. On va devoir faire des choix. On en faisait déjà. Mais personnellement, ça ne me choque pas. Ça dépend tout de la manière dont sera réparti l'effort. Eh bien, merci beaucoup Efrat Inger d'avoir été notre invité ce soir. À la veille de la sortie sur les écrans du film Monuments Men sur le pillage des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, une avant-première était organisée hier à Angers en présence de la sénatrice Corinne Bouchoux. Il faut dire que l'histoire relatée dans ce film s'inspire de ses travaux d'historienne Nathalie Guilloire. À Angers ce soir, c'est l'avant-première du film Monuments Men. Et malgré les têtes d'affiche de ce film, l'héroïne du jour, c'est Corinne Bouchoux, historienne et sénatrice écologiste. Après, c'est tout. Ouais, merci. C'était presque bon, hein, franchement. Elle a écrit l'histoire de Rose Valland en 2006, une héroïne de la résistance, l'un des personnages phares du film. Un historien hollywoodien a racheté les droits de son livre qu'il propose à George Clooney. Et résultat, aujourd'hui, c'est sur grand écran que la sénatrice peut admirer son travail. Au début, j'ai un peu cru un poisson d'avril, c'est ce que j'ai raconté. Et donc, y compris il y a quelques mois, lorsqu'on a commencé à me parler du film, en m'expliquant les acteurs et en me disant que Cate Blanchett allait jouer Rose Valland, j'ai vraiment trouvé que ça avait un côté irréel, un peu conte de fées. Une belle histoire, comme dans les films hollywoodiens, mais pas de George Clooney ce soir. La rencontre aurait pu avoir lieu, mais la sénatrice a refusé. Pour elle, le plus important, c'est sa thèse. D'ailleurs, elle ne la quitte plus. Et aujourd'hui, son travail de recherche devient réalité. Au ministère de la Culture, ce matin, Corinne Bouchoux vient assister à la remise de 3 tableaux spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Être présente à cette cérémonie, une fierté pour la sénatrice. C'est très émouvant. Parce qu'on s'aperçoit que derrière chacun de ces tableaux, il y a une histoire différente, une histoire de spoliation, mais qui aussi est derrière une histoire de déportation. C'est également un geste symbolique fort pour la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. C'est un devoir de mémoire et un devoir d'histoire. Ces gens ont été spoliés d'une partie de leur vie. Les nazis les ont dépouillés méthodiquement de tout ce qui leur appartenait, y compris les œuvres d'art. Aujourd'hui, ces 3 tableaux retournent à leur famille, mais en France, il reste encore 2000 tableaux sans propriétaire. C'est la fin de cette édition, mais tout de suite, je vous retrouve pour le journal des municipales, direction Carpentras.